Qui n'a jamais rêvé d'être accompagné, coaché par le plus grand samouraï du monde? Je t'ai résumé il y a quelques jours les deux livres de Miyamoto Musashi, La pierre et le sabre et La parfaite lumière. Aujourd'hui, on va voir du coup, ça c'était un roman, et aujourd'hui on va voir du coup le livre que Miyamoto Musashi lui-même a écrit. C'est quelqu'un qui a vécu, il me semble, autour des 1645, donc il y a plus de 350 ans. Et il a écrit un livre, Le traité des cinq roues, qui est son essai à la fois philosophique et toute sa théorie sur la tactique de la voie des arts martiaux, la voie de l'art de la guerre. Et tous ces principes-là, en fait, ils peuvent s'appliquer à ta carrière, et c'est ça que je vais essayer de te montrer aujourd'hui avec ces 5 conseils, puisqu'en gros il a 5 chapitres dans son livre, et on va commencer tout de suite. Alors d'abord, le premier chapitre, c'est un chapitre qui s'appelle Terre. Terre, pourquoi? Parce que la terre, c'est la base, et quand tu développes une expertise, quand tu cherches à devenir un expert dans quelque chose, quand tu cherches à devenir un active worker, c'est la première chose à faire, c'est d'essayer de développer une expertise dans quelque chose. Et dans ce chapitre, il y a un passage qui m'a vraiment intéressé, c'est celui-là. Lorsque je regarde autour de moi, je constate que tout le monde fait commerce de l'art, que les hommes eux-mêmes sont considérés comme les marchandises, que l'on ne fabrique des objets que dans le but de les vendre, on donne souvent moins d'importance aux fruits qu'à la fleur, on est sujet à se laisser aller au décorum, à la fioriture et à faire montre de technique. Donc c'est plutôt intéressant parce que quand tu lis ça et que tu t'arrêtes 2 secondes, tu prends du recul avec ce monde de TikTok, d'applications qui attirent notre attention, cette envie de like, cette envie de vues, etc., cette course en gros au buzz, tu te dis que quelque part c'était un peu la même situation dans laquelle se sentait Miyamoto Musashi. Donc pour lui, clairement, il y a des règles immuables sur tout travail qu'il va falloir respecter pour avoir en gros des bases solides. Rendement, beau travail, ne pas prendre les choses à la légère, ne pas perdre de vue l'idée générale, savoir distinguer les degrés supérieurs, moyens ou inférieurs de l'énergie de chacun, donner l'élan et savoir où commence l'impossible sont la règle d'or que chaque maître charpentier doit avoir en tête. Son idée, c'est que là, il compare en gros la notion d'art avec la notion de construire une maison. Donc c'est pour ça qu'il te parle de charpentier. Mais ce qu'il explique là, ça s'applique un peu à tout. Et pour lui, l'objectif, c'est qu'à partir d'un cas, d'un principe, tu sois capable de gérer 10 000 exemples. Voilà. Et enfin, le dernier principe de ce chapitre Terre, c'est le principe de rythme qui transcende toute chose. Pour lui, lorsque le rythme domine, l'exécution est bonne. Et en effet, dès lors que tu es capable en fait de réaliser une prouesse, ce qui compte, c'est pas tellement d'avoir réussi à le faire une fois, c'est d'être capable de le faire plusieurs fois et aussi d'utiliser la notion de rythme dans l'exécution. C'est-à-dire que quand tu vas exécuter ton art, réaliser ton art, que tu sois capable du coup de fournir quelque chose grâce à cette notion de rythme. Donc ça, c'est sur le premier chapitre, La Terre, qui t'invite du coup à avoir des bases solides dans tout ce que tu vas entreprendre. Le deuxième chapitre, il s'intitule Eau et comme son nom l'indique, l'objectif, ça va être de rendre notre esprit semblable à l'eau. L'eau prend la forme des récipients qui la contiennent, qu'ils soient carrés ou ronds. L'eau peut se réduire à une goutte ou atteindre la taille d'un océan. Donc là, l'idée, c'est que en fonction du problème auquel tu es confronté, il va falloir que tu t'adaptes et que ton esprit s'adapte au contexte face auquel il doit opérer. Et donc, cette notion d'adaptation, elle est plutôt intéressante parce que en fonction que tu adresses un problème qui te concerne toi en tant qu'individu, en tant que cadre, est-ce que ce problème concerne juste ton équipe, ton département? Est-ce qu'il concerne un certain type de client, tous tes clients? Bref, tu vas essayer de contextualiser à chaque fois qui est en gros le sujet et quel est le contexte du problème auquel tu t'attaques. Et ensuite, il y a la notion de regard finalement. Parce que c'est pas le tout d'être capable de modeler son esprit par rapport au problème face auquel on est confronté. Il y a aussi cette notion de regard et d'anticipation. Entre voir et regarder, voir est plus important que regarder. L'essentiel dans la tactique est de voir ce qui est éloigné comme s'il était proche et de voir ce qui est proche comme s'il était éloigné. Donc là, l'idée, c'est d'être capable d'être assez sage, entre guillemets, pour que quand quelque chose est très loin, en fait, tu sois capable de l'anticiper de manière assez forte. Puis quand quelque chose soit proche, que tu sois capable de prendre énormément de recul
pour pouvoir le traiter comme si c'est quelque chose qui était loin. Et donc, voilà, c'est une espèce d'ambiguïté, mais c'est ça la notion d'agilité finalement que Musashi explique. Et c'est d'ailleurs intéressant qu'en 1645, finalement, il nous parle déjà d'agilité avec ce principe de l'eau. Troisième chapitre, le chapitre feu, c'est l'un des chapitres les plus intéressants puisque évidemment ici, tu l'imagines bien, le feu, on va parler de combat et on va voir concrètement comment ces principes, il y en a 6 il me semble, de principes de combat vont pouvoir s'appliquer à ta carrière. Alors premier principe de combat, le paramètre le plus oublié, le terrain. C'est ce qui a provoqué la chute de Napoléon à Waterloo. Et ici, bah voilà, ce que nous dit Miyamoto Musashi, le choix de la configuration des lieux de combat est important. En toute occasion, utilisez le terrain le plus avantageux pour vous. Et dès le début, ayez la supériorité sur votre adversaire. Donc comment ça se traduit pour nous? Bah, tout simplement, il va falloir faire attention au contexte justement pour savoir dans quel moment c'est utile ou pas de livrer un combat. Si jamais tu es face à un chef, un manager, un investisseur et qu'entre guillemets, tu es dans une zone de tension où de toute évidence tu n'as pas l'avantage, bah, c'est peut-être pas une bonne idée de livrer le combat. Par contre, si tu es obligé de le faire, bah à ce moment-là, il va falloir que tu utilises le terrain à ton avantage. Donc si tu as vraiment une autorité face à toi, peut-être qu'il faut utiliser des subterfuges comme la naïveté, comme la manipulation, comme le fait de ne pas s'emporter, être zen, rester, avoir un certain self-control. Et voilà. Donc ça, c'est la notion de combat qu'on va pouvoir appliquer notamment à la notion de débat d'idées qui intervient énormément dans les entreprises. Ensuite, il y a un autre parallèle qu'on peut faire avec le terrain sur cette premier principe de combat, c'est la notion de marquer son territoire. Ça, c'est quelque chose, c'est un conseil que m'avait donné mon sensei de karaté, Gilbert, que je salue du coup à travers cette vidéo. Et je fais une petite aparté là-dessus sur les compétitions de karaté. Quand tu fais une compétition de karaté, en fait, souvent tu as le polo ou le pull en gros de ton dojo, de ton équipe, et tu vas pas conquérir, enfin comment dire, tu vas pas combattre tout de suite. Souvent, tu arrives tôt le matin pour te peser, et en fait, le combat ne va durer que peut-être que ton premier combat ne va durer que 10 minutes, et ça va arriver 2-3 heures plus tard. L'idée, c'est qu'il y a plein de gens que tu ne connais pas. Il y a plein de gens qui regardent en gros les espaces où il y a les combats, et tu as le choix en fait de rester dans ton coin pendant toute l'attente, ou alors de te balader partout et de t'échauffer un peu partout. C'est-à-dire que souvent c'est dans un gymnase ou dans un endroit où c'est propice à faire du sport, donc tu vas te balader un peu partout et l'idée c'est que les gens vont te voir. Et en fait, à partir du moment où tu fais ça et où tu t'exhibes avec le polo de ton dojo, bah à la fin les gens ils commencent inconsciemment à te connaître, tout simplement parce que tu marques ton territoire. Et toi tu prends confiance en toi, tout simplement parce que tu te balades dans un espace qui a priori est hostile. Il y a des compétiteurs, il y a des gens qui sont des gens d'autres dojos, des supporters d'autres dojos qui ne te connaissent pas. Mais le fait qu'ils te voient et que tu te montres, bah en fait toi ça te donne confiance, tu as l'impression d'être chez toi. Et après c'est pareil au moment du combat. C'est-à-dire qu'au moment du combat, il y a 3 arbitres qui vont regarder les combats et puis il y a une table de juges qui regarde également les combats. Si les gens ne te connaissent pas avant, bah c'est dommage parce que quelque part ils n'auront pas un avis avant que tu arrives sur le tatami. Et il y a un moment d'attente qui est très important, c'est au moment où l'arbitre appelle les 2 compétiteurs qui viennent se mettre à l'entrée du tatami. Et à ce moment-là, en fait, on n'est pas encore au max de la concentration parce que, en gros, on n'a pas encore salué le tatami pour rentrer. Et donc, on est encore dans une phase où c'est pas forcément hyper solennel. Il y a des compétiteurs qui se mettent à faire des sauts, ils continuent à s'échauffer, etc. Et moi, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, ce que je faisais, ma tactique, c'était d'être hyper concentré. Je me mettais exactement en position comme si j'étais sur le tatami, en fait. Comme au garde à vous, si tu veux dire. Et du coup, et ce que je faisais également, c'est que je regardais droit devant moi. Et du coup, ce qui se passait, c'est que mon adversaire, lui, il était à la cool parce qu'en gros, on n'avait pas encore été invité à saluer le tatami. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, d'abord, il regardait ses potes, il se préparait, etc. Et à un moment donné, le regard se posait sur moi, sauf que moi, je regardais droit devant moi. Donc, il voyait quelqu'un de profil qui regardait droit devant lui. Et là, il y a 2 choses qu'il pouvait se dire. Soit il pouvait se dire « Ah, c'est un bouffon, il est concentré ». Soit il pouvait commencer à flipper un peu parce qu'il se dit mais en face à moi j'ai un kamikaze en fait. J'ai un mec qui regarde droit devant lui. Et le tatami si tu veux c'est un carré comme ça donc on rentrait tous les 2. Là quand je rentrais je regardais droit devant moi. Et au moment où je devais me mettre face à mon adversaire au milieu du tatami, et bah là à ce moment-là
Je fusillais du regard mon adversaire. Et qu'est-ce que ça avait pour impact? D'abord, la personne en face de moi, forcément, elle n'était pas forcément prête à ça. Donc au début, il essaie de me regarder dans les yeux et ça fait un peu les combats comme tu vois dans les sketchs dans le métro où tu as les combats de regard. Là, je le fusillais du regard, j'étais au garde à vous, j'étais on fire. Je m'étais conditionné en mode mec, je vais t'éclater, je vais t'éclater, je vais t'éclater. Et je le regardais droit dans les yeux, je le fusillais du regard. Et j'avançais vers lui, j'étais prêt à en découdre. Qu'est-ce qui se passait? Tous les arbitres autour, ils avaient vu cette scène-là. Ils voyaient que sur le tatami, il y en a un qui était focus droit sur la cible, extrêmement concentré, et l'autre n'était pas à l'aise. Et donc, je ne dirais pas que c'est 90% de la victoire cette préparation, mais un bon 50% parce que ça te permettait tout simplement d'arriver et d'être hyper conditionné et d'avoir préparé le terrain. Et donc ça, tu peux le faire exactement pareil dans des conférences, quand tu dois prendre la parole, dans une réunion, dans ton entreprise. Le fait de connaître tout le monde, le fait de te montrer, le fait d'être capable de prendre un peu sur toi pour pouvoir aller voir les gens, à un moment donné, ça va te donner confiance en toi, tu vas posséder les open space entre guillemets. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'agresser tout le monde sur les open space, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais simplement c'est pour illustrer cette notion à un degré supérieur, et puis on parle quand même d'un livre d'art martial. Donc voilà, ça c'était pour le premier principe de combat de ce 3e chapitre feu. Deuxième principe de combat, la bonne manière de prendre l'initiative. Donc pour Miyamoto Musashi, il y a 3 manières de prendre l'initiative. Il y a la provocation, ça va être le fait d'attaquer en premier. C'est ce que Carlos Ghosn a fait quand il a senti une ouverture et il s'est barré du Japon tout simplement pour se sauver des attaques juridiques qu'il y avait face à lui. On peut juger que c'était bien ou pas, c'est pas le sujet moral de la vidéo. En tout cas, il a pris cette initiative. Ensuite, il y a l'initiative d'attente. Donc là, on lance un produit et quelque part, en fait, on va pas tout de suite essayer d'être le meilleur. Et par exemple, Google, ça n'était pas le premier moteur de recherche. Facebook n'était pas le premier réseau social. Avant, il y avait MySpace. Avant, il y avait d'autres moteurs de recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle le last mover advantage. La personne qui se lance dans un marché en dernier, elle peut bénéficier de toutes les erreurs de ce que les autres ont fait. C'est si par exemple il y a un exercice que ton manager demande à faire à tout le monde et que tu n'es pas le premier à passer, l'avantage c'est que tu vas pouvoir te préparer au moment donné où tu es interrogé pour rendre des comptes sur un projet ou expliquer quelque chose. En fait, tu auras vu les erreurs de ceux d'avant et tu auras pu te préparer un peu plus. Et enfin, il y a l'initiative mutuelle. Ça va être essayer de taquer en même temps ton adversaire en essayant de le suivre, en essayant de suivre son regard, en essayant de suivre ses mouvements et du coup en essayant de le contrer au même moment. Et donc là, l'idée c'est un peu comme quand on est dans une négociation, c'est d'essayer d'être capable de suivre son interlocuteur, suivre la personne qu'on a face à soi. 3e principe de combat, presser l'oreiller de l'adversaire. Donc ça, c'est dans une dimension de combat, ça va être essayer de systématiquement devancer l'adversaire. Systématiquement être capable de ne pas lui laisser de répit, de l'attaquer pour qu'il ne puisse jamais reprendre son souffle. Donc ça, si tu le transposes du coup au monde professionnel, si par exemple tu as un chef qui a une demande, tu vas lui répondre tout de suite. Si tu as un client qui te sollicite, tu es super réactif et avenant pour lui dire c'est bon, on a une solution, on va gérer. Si un membre de ton équipe a besoin de ton aide, tu vas dégager du temps pour pouvoir l'aider. Et puis si tu reçois une réponse, un commentaire, quelque réaction que ce soit, un contenu que tu as créé, tu vas y répondre rapidement. Et voilà, si tu as une tâche, une action facile que tu peux faire tout de suite, tu vas la faire tout de suite. Presser l'adversaire de l'oreiller, presser l'oreiller de l'adversaire, c'est finalement être hyper réactif pour ne pas laisser ton adversaire se reposer, et donc ça peut marcher dans certains contextes. 4e principe de combat, au-delà du courant critique. Pour qu'un bateau puisse bien suivre son chemin, il faut connaître les courants critiques, bien connaître la position du bateau et la météorologie. L'idée c'est que si tu as bien étudié tout ce qu'on a vu avant, que tu as de bonnes bases, que tu gères bien en fait le combat avec ton adversaire, là en fait par rapport à ton projet, il va y avoir un chemin critique, il va y avoir une bonne manière de faire les choses et ce n'est pas forcément la ligne droite. Peut-être qu'il faut trouver un moyen détourné qui va te permettre de gagner du temps, gagner de l'argent, gagner en levier quelque part. Et donc c'est ce que nous invite à faire Miyamoto Musashi, c'est finalement qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a que du travail pour découvrir ces différents chemins critiques et pour jauger les différentes options d'itinéraire. 5e principe de combat, la paralysie du débutant. Alors, c'est pas vraiment ce principe-là qu'évoque Miyamoto Musashi, mais moi, c'est ce que j'ai voulu en retenir. L'idée, lui, ce qu'il suggère, c'est qu'on devienne son propre adversaire.
Celui qui est encerclé est comme le faisan et ceux qui lui donnent l'assaut sont comme des faucons. Dans la tactique de masse, on a tendance à penser que les ennemis sont trop forts et on devient trop prudent. Même si on dispose d'un nombre d'hommes suffisant, connaît bien toutes les théories et qu'on a bien saisi toutes les chances de victoire, en fait on n'a rien à craindre, mais on peut se brider. Et c'est pareil dans la tactique individuelle. Bref, donc l'idée c'est que tu peux devenir ton propre ennemi en ayant trop d'informations, en ayant peur quelque part d'échouer. Et donc à certains moments, il faut se faire violence, il faut casser cette paralysie du débutant ou cette paralysie de la personne qui a peur de l'action et qui se dit est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'essayer. La réponse est souvent dans l'action, il faut tenter un truc. 6e principe de combat, et c'est le dernier du coup de ce 3e chapitre sur le feu, la notion de se rénover. Au cours d'un combat qui reste à l'état de mêlée, rien n'avance plus, abandonnez vos idées premières, rénovez-vous en tout et prenez un nouveau rythme. Ainsi découvrez le chemin de la victoire. Donc, tu as testé absolument toutes les tactiques et tu as l'impression qu'on est un peu bloqué. Et c'est pas grave, il y a peut-être encore une nouvelle manière de faire quelque chose que tu n'avais pas vu et il faut essayer d'aller chercher ça. Et donc voilà. Donc voilà. 4e chapitre, le chapitre vent. Donc là l'idée c'est que on a parlé du combat. Ici il parle plutôt des méthodes, il parle plutôt des philosophies et notamment des écoles d'arts martiaux. Dans la tactique, il est important de connaître la voie des autres écoles. Sans connaître les voies des autres écoles, on ne peut pas comprendre à coup sûr la nôtre. La vérité dans notre école est très différente de la leur. Les gens des autres écoles utilisent leurs tactiques pour gagner leur vie. Donc là l'idée c'est que quel que soit ce que tu fais, il y a plein d'autres gens qui vont faire différemment. C'est intéressant de s'ouvrir à comment ils font et pourquoi ils le font. C'est aussi très intéressant de toi rester sur une ligne directrice et d'avoir en tête une manière de faire les choses, une méthode qui va rester la tienne et voilà. Sans pour autant essayer de copier les autres, tu vas pouvoir vraiment essayer d'être quelqu'un qui est unique avec ta propre méthode. Et donc moi je me suis posé cette question-là par rapport à Active Worker et pour moi un exercice qui était intéressant de faire, c'est se dire finalement cette chaîne YouTube à qui elle ne s'adresse pas. Et ce que je m'étais noté, c'est que c'est une chaîne qui ne s'adresse pas aux gens passifs qui se plaignent, qui pensent que c'est la faute du système si rien ne va, qui croient en la fatalité, en l'unicité d'une carrière caricaturale, c'est-à-dire je vais être tel métier toute ma vie, ou en l'illusion de l'expérience ou d'un titre comme gage d'autorité, genre je suis directeur et donc je n'ai plus rien à prouver à personne. Donc pour moi ça c'est cette notion de vent là qui est important d'avoir en tête, c'est être capable de maintenir sa barque tout en étant conscient des courants qu'il peut y avoir. Et puis si jamais il y a un courant intéressant, s'en servir pour aller plus vite, mais en gardant cette congruence, cette cohérence avec la méthode qu'on s'est définie. Et puis enfin, 5e chapitre, le vide, je crois que c'est le dernier. Et donc là, le vide, c'est un chapitre intéressant. À l'époque, j'avais fait un mailing que j'avais appelé « Aucun objet ». Il y avait un gros taux d'ouverture puisque tout simplement, c'est connu qu'aucun objet, en fait, c'est un gros taux d'ouverture. Et donc, là, Musashi nous parle d'une métaphore intéressante, c'est la métaphore de ce que suggère le vide pour les gens en général. Pour les gens en général, souvent le vide, c'est les nuages. C'est le fait de ne pas y voir clair. C'est le fait d'être un petit peu dans la difficulté. Et en fait, tout le livre, il nous a donné des principes pour essayer de préparer les bases, de gérer son combat, de faire face à l'adversaire avec un esprit comme l'eau qui s'adapte, et puis de gérer le vent pour pouvoir sillonner en gros les courbes de notre carrière. Et puis le dernier chapitre, c'est le vide, c'est qu'à un moment donné, tu as beau avoir travaillé tout ce que tu peux parfois être confronté à un mur, confronté à un nuage. Et justement, là, le travail, la réflexion, le recul, tout ce qu'on avait avant, ce que ça va te permettre de dissiper le nuage pour y voir clair. Et le vide, finalement, c'est une sorte de clarté qui va te permettre d'aller droit au but et de savoir exactement où tu veux aller. Et ça, ça ne passe que par de l'action, du travail assidu, intelligent et appliqué. Et finalement, le vide aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secret pour devenir le meilleur samouraï du monde. Simplement, il faut travailler tous les jours pour y arriver. Et donc, aujourd'hui, ça n'a pas forcément de sens d'être le meilleur samouraï du monde, mais peut-être que tu pourras être le meilleur active worker grâce à tous ces principes. Donc moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines et ciao ciao.